Télémingom. Abdoulaye Diop est à la technique. Nous nous rendons à Kédougou d'abord, où 2 personnes ont perdu la vie dans l'éboulement d'une mine à Tenkoto. Des blessés graves ont été également recensés. Les détails avec Ibrahim Diabakhate. 2 morts et une blessée grave, c'est le bilan d'un éboulement survenu à Tenkoto, localité située dans la commune de Sabodala, à 76 km de la commune de Kédougou. C'est au cours d'une opération de recherche de cailloux contenant de l'or, communément appelé Kurumbara, dans un site abandonné, qu'une grosse pierre s'est affaissée sur ces femmes. Le corps méconnaissable de l'une d'entre elles a été inhumé sur place. Devant l'arrêté interdisant les activités d'orpaillage dans la région, nombreuses sont les femmes qui squattent les sites d'orpaillage abandonnés à la recherche de ces pièces précieuses. Aujourd'hui, il est urgent de renforcer le dispositif de sécurité à ces niveaux pour faire face à ces nombreux cas d'éboulement qui ne cessent de s'intensifier. Ibrahim Diabakhate, Kédougou, RFM. Ibrahim Diabakhate, en plus bref, Bara Touré, le meurtrier présumé de ses 2 enfants sur la route de Darou Rahman à Touba. Il a été déféré au parquet de Diourbel ce matin. Nous y reviendrons avec Marema Diop, midi 4 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le Sénégal qui enregistre 2 décès du Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui porte à 25 le nombre de personnes mortes de la maladie. Sur les 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, 119 contacts et 2 communautaires. 6 cas graves sur les 1394 sous traitement. Le docteur Marie-Khémes Ngomdiaye, directrice de la santé. Sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 1 et Touba 1. 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1 et de l'hôpital principal 5. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas de décès liés au Covid-19, ce qui porte à 25 le nombre de décès liés à cette maladie. Le premier est un homme âgé de 58 ans, décédé à son domicile aux Parcelles Assainies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020. Le second est un homme âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 du matin à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale transmet ses condoléances les plus attristées à ta famille et à toute la nation et prie pour le repos des âmes des défunts. À ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés et donc 1394 sous traitement. Docteur Marie-Khémes Ngomdiaye, directrice de la santé, et puis Tambacounda qui a enregistré 5 nouveaux cas de Covid-19, dont 4 hors de l'hôpital régional. Moussa Omar Gueye. Le virus Covid-19 traverse ainsi le portail de l'hôpital régional de Tambacounda. 5 nouveaux cas contacts sont enregistrés, dont 4 cas externes et un agent du service d'accueil et des urgences, Omar Galoba. Je fais partie du bureau du CDS, comité de développement sanitaire du poste de santé Pont. Et aussi la fréquentation des structures sanitaires. Si un enfant n'est pas atteint, c'est pas la peine d'amener l'enfant. Si la femme enceinte, elle est avec son mari, c'est pas la peine que la belle-mère vienne. Donc la belle-mère peut rester chez elle. Donc nous les implorons, nous les demandons vraiment les fréquentations. Et qu'ils sachent que aussi, ce n'est pas uniquement le corona. Il y a d'autres pathologies qui sont là. Le PV est là, le service continue à fonctionner, mais on fait au grain. Tu vas te laver les mains, qu'ils respectent à l'intérieur la distanciation sociale. Qu'il soit blouse blanche ou blouse rose, nous allons nous battre. Unis comme une seule personne, nous allons tous nous battre contre le corona. Le respect des mesures barrières doit être de rigueur pour stopper la propagation du Covid-19 à Tambacounda commune. Elhaj Omar Diallo, un sexagénaire rencontré au district sanitaire, insiste sur le respect des mesures de distanciation dans les mosquées ayant réouvert leurs portes pour la prière du vendredi. À Tambacounda, depuis le début de la pandémie, 81 cas sont enregistrés, 63 déclarés guéris et 18 sous traitement. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye. Et puis, dans la région de Kaolack, notez que les 2 nouveaux cas enregistrés hier ont contacté au total 115 personnes. Le premier malade
identifié à Kaon, a eu un contact avec 52 personnes. Le deuxième malade, identifié à Nyoro, dans la commune de Taïba-Niassène, a contacté 63 personnes. Ziguinchor, le cas communautaire, à l'identité et à l'adresse toujours inconnue, admis à l'hôpital régional, a voulu s'évader tôt ce matin. L'homme âgé de 54 ans a voulu donc escalader le mur de l'hôpital, mais il a été vite maîtrisé par les éléments de la sécurité prépositionnés au sein de l'établissement sanitaire, nous signale Lamine Ba, notre correspondant sur place. Du nouveau, dans la prise en charge des malades du Covid-19, désormais, tous les patients asymptomatiques vont faire l'objet d'un suivi médical à domicile, tout comme les cas contacts. Une décision du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le dessein de décongestionner les hôpitaux et autres réceptifs hôteliers. Là-dessus, nous écoutons le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Le nombre de cas augmente et la capacité de prise en charge de nos structures de santé sont en train d'atteindre le degré de saturation. Et c'est pourquoi la prise en charge extra-hospitalière a commencé avec l'utilisation de structures non hospitalières pour prendre en charge les patients positifs. Et aujourd'hui, cette prise en charge extra-hospitalière va aussi s'étendre à des réceptifs hôteliers. Et donc aujourd'hui, on a vu que par rapport à la capacité de nos réceptifs hôteliers, qui sont aujourd'hui occupés par la plupart des contacts, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile et que nous sommes en train de manager. Donc c'est pourquoi, par rapport déjà aux voyageurs entrants, la décision qui a été prise, c'est de revenir à notre stratégie initiale, qui était de faire un screening de tous les voyageurs à l'entrée. Toute personne suspecte sera isolée, prélevée en attente de son résultat. Et si cette personne elle est positive, elle va être transférée dans nos centres de traitement. Pour tous les autres passagers qui arrivent au Sénégal et qui ne présentent aucun signe, ces passagers seront laissés, ils devront rentrer chez eux et se mettre en quarantaine dans leur domicile pendant 14 jours. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie qui est adoptée pour les voyageurs. Concernant également les contacts, pour les contacts, la prise en charge va se faire à domicile. Et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives. Donc c'est la stratégie actuelle qui va démarrer et qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de capacité. Il y a d'autres sites qui vont être opérationnels dans les prochaines heures. C'est le site de la base aérienne de Thiès que l'armée a bien voulu mettre à disposition du ministère de la Santé. Le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Et puis, direction Louga. Louga où le cas 31, l'opérateur économique, a bénéficié d'une liberté provisoire. Il a été aussitôt interpellé après sa guérison pour avoir violé l'état d'urgence suite à son voyage de Dakar à Louga. Une autre personne qui a effectué le voyage à Touba-Louga a elle aussi bénéficié d'une liberté provisoire. Une troisième personne a fait l'objet d'un retour de parquet. Abraham Polpouy. Le procureur décide de donner une liberté provisoire à l'opérateur économique EK31 testé positif au coronavirus de Louga. Une liberté provisoire aussi pour le monsieur qui avait quitté Dakar pour Louga et mis en quarantaine. Mais selon des informations, ce monsieur a bénéficié de la clémence du tribunal. Il est du 3e âge. Le voyageur qui avait quitté Touba pour Louga, quant à lui, bénéficie d'un retour de parquet. Ces 3 individus ont été arrêtés par la police de Louga pour avoir violé l'interdiction d'effectuer un voyage interurbain. Une source nous fait savoir que ces personnes attendent leur jugement, peut-être mercredi prochain, si le tribunal de grande instance de Louga décide de redémarrer les procès, mais rien n'est encore décidé. Une réflexion est en cours. Abraham Polpouy, Louga, Radio Futur Média. Midi 11 minutes. Merci de suivre le journal sur la Radio Futur Média. Une courte pause et la suite. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le ministre de la Santé et son collègue des Affaires étrangères qui rassure le président du comité de suivi des opérations du Fonds Force Covid-19 devant le général François Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba se sont engagés à veiller à la transparence dans la gestion de cet argent alloué à leur département dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le général leur a rendu visite hier, Ndate Diop.
La transparence, le terme est revenu comme un leitmotiv dans le discours du ministre de la Santé et de l'Action sociale devant le général François Ndiaye. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a reçu le comité de suivi des opérations Force Covid-19, met en garde ses collaborateurs. Tout franc investi doit être justifié. Il est important de noter que tout ce que nous faisons, du début à la fin, doit être tracé. Et j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que chaque franc investi dans le secteur doit être justifié. Et c'est sur le socle de la redevabilité et la transparence que nous sommes assis pour faire une très bonne collaboration avec le comité de suivi. Du côté du ministère des Affaires étrangères, c'est ce même souci de transparence qui a été réitéré. Des mécanismes ont été mis en place pour une bonne gestion des 12,5 milliards destinés à la diaspora, assure Amadouba. Les ressources que nous avons reçues ont été mises à la disposition de nos représentations diplomatiques et le processus de distribution est en cours. Mais toujours est-il que nous veillerons à ce que cette distribution soit la plus transparente possible. Bien sûr, nous avons responsabilisé nos juridictions diplomatiques qui ont toute l'autonomie et qui ont toutes les capacités pour agir. Et les règles ont été clairement définies. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères précise que le travail n'a pas été facile. Amadouba l'explique par l'absence d'un fichier répertoriant tous les Sénégalais vivant à l'extérieur. Face à une telle situation, une plateforme dédiée a été mise en place dans 138 pays. Et à ce jour, les inscriptions sont estimées à 120 000 personnes, selon le ministre des Affaires étrangères. Ndaté Diop, l'association des transitaires et le conseil de l'association des transporteurs de conteneurs du Sénégal et du Mali qui dénoncent l'attitude des co-signataires au port autonome de Dakar, des banques qui leur refusent les paiements. Avec la crise du Covid-19, le chef de l'État a ordonné à tous les services de faciliter les traitements des dossiers administratifs, mais aussi éviter les rassemblements. Mais les plaignants estiment que c'est tout le contraire au port autonome de Dakar. Djibril Tine, leur porte-parole avec Mamadou Amarnion. Nous rencontrons toutes les difficultés du monde depuis qu'il y a eu le Covid-19. D'abord, une première, les compagnies nous ont demandé à aller payer les factures d'accolage au niveau des banques de la place. Déjà, pourquoi elles ont fait ça? C'est parce qu'elles nous fuient, quoi. Elles fuient le rassemblement. Et aussi, elles fuient à cause du Covid-19, la maladie. Mais nous, si nous nous retrouvons aussi au sein des banques, c'est la même chose, ça revient au même. Il y aura un rassemblement, une forte foule qui se retrouve devant les banques et très difficilement pour pouvoir payer ces factures d'accolage ou de surestarie et de magasinage. Donc là aussi, ça ne règle pas le problème. Et partout dans les banques, c'est tellement difficile parce que les banques ont leurs clients déjà, ensuite nos clients transitaires et commerçants. Donc ça fait une affluence très forte. Et nous rencontrons toutes les difficultés de la place pour ces compagnies de la place, ces compagnies consignataires qui nous marginalisent au sein des banques, au sein de leur portail, au sein de leur service. Et là, vraiment, nous déplorons très très fort. Nous avons vraiment voulu une fluidité le plus rapidement possible. Avec ce télétravail, nous ne voulions pas vraiment faire la queue des compagnies et des banques. Ça n'évite pas le rassemblement. Tout le temps, si vous vérifiez au niveau des compagnies et des banques, il y a de fortes foules qui sont devant ces banques-là et ces compagnies. Donc, nous aimerions, par exemple, une facilitation le plus rapidement possible parce que je sais que la force Covid-19 n'est pas au courant de ça. Les gens galèrent devant ces compagnies, ils rencontrent toutes les difficultés et vraiment ça c'est déplorable. Nous voulons aussi la facilitation au sein des banques pour payer nos factures et pouvoir aller déposer ces documents au sein des compagnies consignataires et manutentionnaires. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide. Il faut qu'ils veillent sur ça, venir personnellement, physiquement voir ce qui se passe au sein des compagnies consignataires et au sein des banques. Et puis la crise du Covid-19 et les mesures de restriction qui affectent plutôt les horticulteurs de la zone d'Enyai. Plusieurs tonnes de choux pourrissent dans les champs à Mbidjem. C'est dans la commune de Diender. Les maraîchers ne trouvent pas d'acheteurs. En plus, ils n'arrivent plus à acheminer leur production au niveau des marchés. La mévente est estimée à plus de 30 milliards de francs CFA. Cheikh Anta Diop. De la zone d'Enyai jusqu'à Lompoul, en passant par Mboro, Diogo et Mbidjem, les producteurs de choux sont durement affectés par la pandémie du Covid-19. Alioune Ndiaye, membre de la Fédération des agropasteurs de Diender. La filière chou rencontre beaucoup de difficultés. Les gens
cultivent en même temps les choux. Et quand ça vient à cette surproduction, et ça pourrit dans les champs parce qu'il n'y a pas de système de conservation. C'est un autre problème. Nos braves femmes qui commercialisent en général la production rencontrent beaucoup de problèmes pour évacuer les choux. Avec l'interdiction de déplacement entre les régions, on ne peut plus y aller. Ici à Mbidjem, dans la commune de Diender, des centaines de tonnes de choux pourrissent dans les champs. Un plant de choux est bradé à 2000 francs. Selon Alunjaï, agriculteur à Mbidjem, la mévente des produits horticoles est estimée à plus de 30 milliards de francs CFA. Quand tout le monde produit des choux, le prix baisse, ça ne se vend plus et on ne sait pas quoi faire avec. Il y a une mévente à 1000 francs ou 1500 francs le sac. Ouais. Et bien sûr, l'État qui perd parce que les choux qui restent ici ne sont pas vendus. Ça ne va pas au marché et il n'y a pas de recette d'impôts, de taxes pour les mairies et pour l'État. Les maraîchers de la zone des Niayes traversent des moments difficiles. Sur des centaines d'hectares, tous les champs de légumes ont mûri. Mais les mesures sanitaires ont plombé la commercialisation. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. La reprise des cours le 2 juin prochain, c'est déjà l'inquiétude à Matam. Près de 2000 enseignants sont attendus dans cette région. Les populations doutent qu'un d'eux débarque avec le virus. Ali Bandeliang, là-bas à Matam, vous n'avez pas encore enregistré de cas. Ils seront un peu plus de 1830 enseignants qui devront revenir dans la région de Matam où aucun cas de la maladie à coronavirus n'a encore été enregistré depuis le début de la pandémie au Sénégal. Même si les autorités locales s'engagent à prendre toutes les dispositions pour une reprise correcte des cours, des classes d'examen, un dilemme s'oppose entre une éventuelle entrée du Covid-19 et une stigmatisation de ces enseignants revenants. Mamadou Dembassi, un des membres du CELS. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons posé nos préoccupations au niveau du CRD. La première des choses, c'est d'éviter toute stigmatisation des enseignants. Donc, cette stigmatisation, aujourd'hui, si vous allez dans une école où vous n'êtes pas dépisté, vous venez d'une zone endémique touchée par le Covid-19, ça risquerait de créer des problèmes au niveau des écoles et au niveau de la communauté. Et le médecin-chef de région nous a donné assurance que pour tous les enseignants qui viendront des localités à forte contamination, ils auront un traitement spécial qu'ils feront avec ces gens. En plus de cela, il y aurait des comités locaux au niveau déconcentré avec les sous-préfets pour essayer de voir des centres d'isolement où on pourrait traiter les enseignants. Au cours du CRD spécial consacré à la reprise des cours prévu le 2 juin prochain, le gouverneur de Matam a instruit ses différents services à mobiliser toutes les ressources pour assainir les établissements scolaires. Mieux, tout enseignant porteur de maladies chroniques pourrait être déchargé. Matam, Ali Bandelian, RFM. Ali Bandelian, donc sur cette reprise des enseignements le 2 juin prochain. Là-bas également à Fatick, des enseignants qui ont quitté leur lieu de service depuis la suspension des cours gardent le moral, en tout cas ils se disent prêts à retourner sur leur lieu de travail, mais ils demandent aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires. Aminata Goudiaby. Mbaye Diouf est d'attaque. Elle est enseignante à l'école élémentaire de Mbamane, un village du département de Fatick. Elle tient une classe de CM2. Depuis la fermeture des écoles, elle s'est confinée chez elle à Dakar. Elle se dit prête à rejoindre son lieu de travail. Les engagements pris par les autorités la rassurent. J'ai suivi le ministre de l'Éducation nationale à la RTS hier en parler. Donc des mesures d'accompagnement seront respectées. Les écoles seront dotées de thermoflages, de gel hydroalcoolique ainsi que des masques. Les écoles aussi seront désinfectées selon le ministre. Donc sur ce point-là, je pense que les parents d'élèves ainsi que les enseignants sont rassurés. Cet autre enseignant se trouve présentement lui à Fatick. Il sert dans un établissement scolaire de Sangalkam dans la région de Dakar. Ahmed Ngom se dit en phase avec les propos du chef de l'État selon lesquels les Sénégalais doivent apprendre à vivre avec le virus. Un enseignant, c'est comme un militaire. Maintenant, l'enseignant, il a choisi ce métier. Maintenant, quand il y a une pandémie, et quand l'État a pris la décision de rouvrir l'école, donc je pense que l'enseignant, il doit se conformer par rapport à ça. Il est convaincu qu'un respect strict des mesures sanitaires peut protéger élèves comme enseignants du coronavirus et il y invite ses collègues. S'il y a au moins on respecte les mesures barrières, mettre un dispositif de lave-mains devant les écoles,
désinfecter les salles de classe, scinder les classes à des groupes raisonnables, puisque il y a des effectifs pléthoriques. Il faut avoir raison garder, prendre les précautions nécessaires avant d'aller à l'école. Les pouvoirs compétents sont cependant appelés à faciliter le voyage aux nombreux enseignants qui doivent quitter leur famille pour reprendre service dans des localités lointaines. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Voilà plusieurs semaines que des habitants de l'unité 10 des parcelles Assainies vivent une pénurie d'eau, une situation très compliquée dans ce contexte de Covid-19. Les camions-citernes et les pompes à eau installées dans le quartier n'arrivent plus à satisfaire la demande et à cela s'ajoute un manque de moyens pour ces familles donc qui ne peuvent plus acheter du savon, encore moins de l'eau de javel. Soxna Natambaye. Il faut le Covid bi nit ñi raxaso ci buntu bi indi ko amul benn ndox depuis ñaari fan ngi ni amul ndox pour ñu rot ko indi ko gaaw. Les mesures d'hygiène préconisées dans la lutte contre le Covid-19 ne pourraient être respectées aux parcelles Assainies unité 10. Des quartiers entiers sont restés des semaines sans avoir la moindre goutte d'eau des robinets. Nous sommes là depuis le mois de Ramadan. Depuis le début du Ramadan, on n'est pas de l'eau. Unité 10, on est fatigués. Les femmes, on est très fatigués. Jusqu'à le premier jour du Ramadan, on n'est pas de l'eau, on est fatigué. L'eau vient les ans, puis après l'eau. Si la première intervenante parle de pénurie depuis un mois environ, celle que vous allez entendre précise vivre cette difficulté depuis 3 mois et les camions-citernes ne peuvent pas les soulager. Le camion-citerne reste 5 jours et ne vient pas nous approvisionner en eau. Vraiment, nous sommes très fatigués. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas d'eau. On nous demande de rester chez nous, d'être propre avec nos enfants. Mais comment on peut le faire dans ces conditions-là? En dehors des camions-citernes, certaines populations s'approvisionnent avec les pompes dans les quartiers. Mais la plupart est devenue hors service. Et ce n'est pas la seule difficulté. En ce qui me concerne, j'ai remarqué que les camions-citernes dévient notre quartier. Parce qu'on ne les voit pas. Depuis une semaine, on n'a pas une seule goutte d'eau. Et ce n'est pas tout. On n'a pas de savon, on n'a pas d'eau de javel. Nous ne pouvons pas sortir travailler pour chercher tout ça. Vraiment, nous sommes très fatigués. Ce matin déjà, la distribution de l'eau par un camion-citerne s'est mal terminée. Les habitants de l'unité 10 des parcelles Assainies étaient très en colère à cause de l'insuffisance du liquide et le conducteur a simplement quitté les lieux. Soxna Natambaye sur ce manque d'eau donc du côté de l'unité 10 des parcelles Assainies midi 24. Cette information que je découvre en même temps que vous, ce drame donc à Guédiawaye ce matin. Un vieil homme tombe et meurt sur la voie publique. Les sapeurs-pompiers ont récupéré le corps après constat de la police de Wakhinane. Nimzat nous signale Salif Sow. La libération immédiate d'Abdou Karim Gueye Khouroum Khak, c'est ce que réclament en tout cas les camarades du jeune activiste. Sur ce, ils interpellent les autorités religieuses. Amidou Sow, leur porte-parole ou le porte-parole du mouvement Nitou Deug, au micro de Salimata Aou. Cette conférence de presse avait pour but d'appeler les Sénégalais, les organisations citoyennes et les guides religieux, à savoir les khalifes généraux des différentes maisons religieuses, afin d'exiger la libération immédiate et sans condition du camarade incarcéré injustement, à savoir Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom d'Abdou Karim Khouroum Khak. Il nous est revenu qu'une dame dénommée Pendaba, il y a 2 ans de cela, avait insulté toute une communauté entière et que sa peine a été une place de diplomate dans nos ambassades. De même que le député Moustapha Cissé Lo a eu à stigmatiser toute une ethnie en les taxant de rebelles. Cependant, il n'a jamais été inquiété. C'est à ce titre que nous croyons que des citoyens comme Abdou Karim Gueye n'ont pas de droit de donner leurs opinions. Faire appel à toutes ces forces citoyennes afin de venir soutenir le camarade Abdou Karim. Pour le moment, l'heure est au recueil des idées venant des organisations citoyennes, à savoir toutes les plateformes déjà existantes, à savoir Arlu Bok ou Nyo Langue qui sont déjà existantes. En même temps, on verra en plus s'il y a une nécessité de créer une autre plateforme pour soutenir le camarade. Donc le moment venu, on vous communiquera les plans et les stratégies à élaborer. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Youssouf Bouillon. Merci Barthélémy. En Mauritanie d'abord, où la prière du vendredi a été à nouveau interdite dans les mosquées. Effectivement, c'est après que le pays a enregistré 11 nouveaux cas de coronavirus. Après une accalmie, la Mauritanie qui fait face à une résurgence du Covid-19. À Nouakchott, nous retrouvons notre correspondant Mohamed Diop. Le vendredi passé, des fidèles nous racontaient leur joie de reprendre le chemin des mosquées pour la prière du vendredi, mais aussi pour les nafilas, c'est-à-dire les prières surérogatoires pendant les nuits du Ramadan.
Malheureusement, cette joie ne va pas durer longtemps, disons une seule semaine, parce que le ministère des Affaires islamiques a de nouveau interdit les prières du vendredi dans les mosquées. La Mauritanie connaît une résurgence du nouveau coronavirus. 11 nouveaux cas ces dernières heures et un total de 26 cas, dont 2 décès et 7 guérisons. Je vais d'ailleurs ajouter que le ministre de la Santé, Mohamed Nadirou Ould Hamed, s'est mis en auto-quarantaine après qu'un membre de son personnel a été testé positif. D'ailleurs, la femme de ce dernier a été aussi testée positive. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Youssouf Bodian, la République démocratique du Congo qui se prépare à déclarer la fin de l'Ebola, la fin d'Ebola donc sur son territoire. Le dernier malade qui était en traitement dans le pays est guéri, mais il faudra attendre 1 mois et 10 jours pour déclarer la fin de l'épidémie Ebola en RDC. Le récit de Soracham. Le gouvernement provincial, en collaboration avec la coordination générale de la riposte contre la maladie à virus Ebola, annonce solennellement le début du compte à rebours pour une période de 42 jours, a déclaré le docteur Moïse Kakoulé Kaniere, ministre provincial de la Santé du Nord Kivu. Cette période de 42 jours correspond à 2 fois la durée moyenne maximale d'incubation du virus. Le dernier malade qui était pris en charge au centre de traitement Ebola est déclaré guéri. Le responsable provincial a lancé un appel à la vigilance, sachant que l'un des cas s'est évadé. Des nouveaux cas s'étaient déclarés à partir du 10 avril dernier, 3 jours avant la fin d'un précédent compte à rebours. Cette épidémie à fièvre hémorragique Ebola a tué 2279 personnes pour 3461 cas depuis sa déclaration officielle le 1er août 2018. Plus de 300 000 personnes ont été vaccinées également. La RDC a aussi enregistré un total de 1242 cas de Covid-19, dont 50 décès depuis le 10 mars dernier. Sodacham, au Bénin, Youssouf Bodian, les élections municipales ont été maintenues. C'est la décision prise par les autorités gouvernementales qui convoquent les électeurs ce dimanche dans 77 communes du pays. Des élections qui se tiennent dans un contexte de propagation du coronavirus qui officiellement a contaminé 339 personnes au Bénin. Certains opposants appellent les populations à boycotter les élections municipales. 5 partis seront en compétition. Les partisans de l'ancien président Boni Yayi étaient descendus dans les rues pour protester contre la tenue de ce scrutin. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre qui auraient tiré à balles réelles. Et puis au Togo, l'opposition réclame la libération de ses militants. Ils sont au nombre de 16 incarcérés dans la prison de Lomé où les prisonniers sont révoltés cette semaine. 11 des 16 militants ont été transférés à la gendarmerie pour être testés. Une vingtaine de cas de Covid-19 sont détectés dans la plus grande prison de la capitale togolaise. Merci beaucoup Youssouf Bodian. RFM, la radio autrement. Le reportage sur les préparatifs de la fête de la Korité donc qui approche à grands pas malgré l'allègement des mesures de restriction. Certains ne sont pas prêts en tout cas à rejoindre leur village d'origine. Ils ont peur de transporter le virus dans leur localité ou peut-être même l'attraper en cours de route. Un reportage signé Nafissa Toussila. Une folle envie de retourner à Niakhar, son village natal. Mais même avec l'assouplissement des restrictions, Aliou Faye fait marche arrière à cause du coronavirus. Je ne reste jamais 2 mois de suite à Dakar sans aller au village. Mais avec cette situation, je suis obligé de rester. C'est plus prudent. Mais si on prend des risques, on peut facilement choper le virus ou bien l'introduire au village. Aminata Diop, elle, veut aller à Kaolack. Cela fait des mois qu'elle n'a pas vu sa mère et ne veut pas rater cette occasion. C'est vrai qu'il y a des risques, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille, donc je suis obligée de partir. Mais je vais respecter les gestes barrières et de prendre mes précautions. Mamadou Diouf est originaire de Kobor, situé dans la région de Fatick. Pour lui, avec tous ces cas communautaires, le gouvernement ne devait pas flancher. Il fallait attendre, à mon avis, que les cas communautaires diminuent, que la situation se tasse un peu avant de délivrer les autorisations. Pour ceux qui veulent aller cultiver des champs, c'est nécessaire, c'est important, c'est vrai. Mais la santé prime. Il faut s'assurer que ceux
qui vont dans les régions ne portent pas le virus. Ce qui lui fait le plus peur, ce sont les transports en commun. Une fois dans le véhicule, vous ne savez pas qui porte le virus, c'est clair. Qui est malade, qui ne l'est pas. La Korité est bien souvent passée en famille pour de nombreuses personnes, mais dans cette situation de pandémie, mieux vaut ne pas participer à la propagation du virus. Voilà le reportage de Nafissatou Sila, le coronavirus, donc qui nous impose une nouvelle vie. Coronews, justement, les informations relatives à la pandémie au Sénégal, en Afrique et à travers le monde, c'est avec Anna Rocha. La situation en Afrique d'abord, en Algérie, pays du continent où on dénombre le plus de décès, 529 pour 6442 cas recensés. Le confinement est prolongé jusqu'au 29 mai, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Ramadan. Le Maroc, troisième pays africain le plus touché, a aussi décidé de prolonger son confinement pour 5 jours encore. Rien que cette semaine, le royaume chérifien a enregistré 1160 nouveaux cas de contamination, au moment où son voisin tunisien n'a enregistré aucun nouveau cas depuis 2 jours. Au Sénégal, en pleine polémique sur la décision du gouvernement de rouvrir les lieux de culte, le virus continue sa propagation. 121 nouveaux cas selon le dernier bilan fourni ce matin par le ministère de la Santé. À ce jour donc, le Sénégal enregistre 2310 cas de Covid-19 et 25 décès. Le nombre de morts liés à ce virus est encore plus inquiétant dans des pays comme le Burkina Faso qui recense moins de cas positifs, 773 pour 51 décès. Hors du continent africain, c'est la situation au Brésil qui préoccupe. Le pays recense ce vendredi un lourd bilan quotidien, 1599 morts en 24 heures. Le Brésil comptabilise 203 165 cas et 13 999 morts, mais le problème, c'est que ces données seraient largement sous-évaluées. Les autorités peinent en fait à faire des tests massifs. Ce n'est pas le cas de la Chine, berceau de la pandémie. Avec 5 nouveaux cas de Covid-19 détectés, les autorités chinoises ont décidé de tester massivement la population durant plusieurs jours. En Allemagne, alors que la Bundesliga doit reprendre demain samedi, les cas de contamination augmentent. Après l'ouverture des magasins, lieux de culte, musées et autres, le gouvernement allemand prévoit également de rouvrir ses frontières dès le 15 juin prochain. La pandémie due au nouveau coronavirus a fait au moins 302 489 morts à ce jour, selon un bilan de l'AFP. Plus de 4 454 090 cas officiellement diagnostiqués dans 196 pays. Les États-Unis sont le pays le plus touché, aussi bien en nombre de morts que de cas. Juste derrière, il y a le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la France. L'Afrique reste le continent le moins touché avec 2554 décès, bien loin des 163 128 décès que totalise l'Europe à ce jour. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. C'est l'une des surprises des mesures d'assouplissement de l'état d'urgence. En effet, on voyait qu'avec le feu vert des autorités, en écho aux multiples appels des uns et des autres à la réouverture des lieux de culte, les mosquées, en l'occurrence, allaient être bondées à la minute qui suit le discours du chef de l'État. Mais au Conon, constatent les confrères, la plupart des imams optent pour la prudence, d'autres y vont quand même. Et Sud Quotidien signale que Dieu reconnaîtra les siens. En tout cas, pour le journal Les Échos, Tivaouane et la grande mosquée de Dakar refusent d'exposer leurs fidèles. Tivaouane dit non, lance le journal Enquête. Tivaouane renvoie le virus à Macky Sall, relève le journal La Tribune qui constate que la Zawiya El Hadj Malik, la grande mosquée de Dakar, la Zawiya El Hadj Madior Cissé à Rufisque et Abou Samahoun Angor, la grande mosquée Ihsan, bien d'autres lieux de culte de ce genre restent porte close. Le journal Le Quotidien note que Covid-19 divise les mosquées, source à constate une sale défaite de Macky Sall. Mais Medina Baye et Léona Niassène, eux, leur mosquée à la prière, tout comme Touba,
Massalikul Jinan qui reprend ses prières ce vendredi. En tout état de cause, constate le journal Le Quotidien, quand il s'agit de débuter le jeûne ou de célébrer la Korité et même parfois la Tabaski, les musulmans, ce n'est jamais ou presque la même lune. Quand il s'agit de fermer et d'ouvrir les mosquées, ce n'est pas le même islam non plus. Le coronavirus n'a donc fait que nous rejoindre dans nos traditions de divergence, constate encore le journal. Mais pourquoi le président de la République a raison de réajuster la stratégie autour de la lutte contre le virus? À ceux qui se posent la question, le ministre conseiller du président de la République, El Hadji Hamidou Kassé, tente d'apporter des explications dans le journal LAS. Il estime que le chef de l'État n'a pas agi en amateur. Il dispose sans aucun doute d'une masse critique d'informations qui le font d'apprendre les mesures qui s'imposent. Alioune Fall, l'autre conseiller du chef de l'État, ne dit pas autre chose. Ceux qui sont contre vivent en dehors des réalités du pays, confie-t-il à nos confrères de Libération. Et de toutes les façons, semble dire Le Soleil, le Sénégal n'est pas seul dans le réajustement. La Côte d'Ivoire, elle aussi, a déconfiné, écrit le confrère. Elle est allée même plus loin en levant carrément le couvre-feu à partir d'aujourd'hui. Le trafic de fausses autorisations de circuler entre les régions, un directeur général de société et un de ses clients tombe. Plusieurs arrestations en vue. La section de recherche frappe au cœur du cartel Bûcheron Libération. C'est une autorisation de circuler entre Dakar et Saint-Louis qui a alerté les enquêteurs. L'aide alimentaire, le journal Ouagram Place parle de nébuleuse. Les artifices de Mansour Faye, titre le confrère. Tambacounda dénonce son tape à l'œil du ministre de l'Équité sociale. Dalifort, épicentre du scandale sur les bourses familiales mises à jour par l'aide. Des kits alimentaires incomplets, manque de sucre et d'huile. Justement, Moustapha Tal, celui qui a gagné le marché du sucre et de l'huile, est à la une du journal Les Échos. Il est poursuivi par sa sœur pour escroquerie, faux usage de faux, nous dit le journal. C'est ton différent autour de la société de transit MLK. Les reproches de Mamdiara Tal contre Moustapha Tal dément sa sœur, la traite de tous les noms et dit être le premier à avoir porté plainte contre elle. Dans le journal Observateur, dévasté, Baratouré refuse de reconstituer le double meurtre de ses deux enfants. C'est à Touba, souvenez-vous. Il devrait, selon le journal, être déféré au parquet aujourd'hui. Confiné dans l'enfer des violences conjugales avec des maris violents à la maison, Vox Populi exploite le dossier. Le confrère nous dit que c'est des confessions intimement douloureuses. Madame Diop, qui se confie au journal, de dire « Une fois, j'ai dû passer la nuit dans l'enclos des moutons pour me sauver de ces crises. Il m'a jeté hors de la chambre à 2h du matin. » Fin de citation. Sport pour boucler à la une du journal Record est au brocard de l'ex-star des Lions du Sénégal. Entre Diouf et moi, pas de débat. Aucun d'eux n'a été à mon niveau ou meilleur. J'ai été le numéro 1 tout le long de ma carrière. Fin de citation. Dans le journal Stade Quotidien, l'avenir de la CAN 2021, une patate chaude pour la Confédération africaine de football, constate le confrère. Ahmadine va risquer la santé des joueurs pour une CAN, déclare Eto'o. Pour maître Augustin Senghor, c'est difficile de tenir une phase finale en janvier. Dans Sunulam, Bekay Mbaye, communicateur traditionnel, à bras raccourcis lui aussi sur Alioune Sarr. Mais moi, je peux succéder à Alioune, ce que je lui reproche. Il y a beaucoup de cadres qui peuvent le remplacer. Alioune Sarr de comprendre que Matarba, le ministre des Sports, est gêné. Fin de citation. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi et 40 minutes, point de vue donc sur la prise en charge des personnes qui se sont auto-confinées. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Daouda Thioub. Professeur, bonjour. Professeur Daouda Thioub qui n'est pas encore en ligne. Tanda Ndiaye, c'est ça. Bonjour, docteur. Et bonjour. Vous êtes immunologue. En attendant d'avoir Daouda Thioub, professeur Tandaha, on commence avec vous. Comment vous pensez, en tout cas, cette prise en charge de ces personnes qui se sont auto-confinées? Comment les accompagner? Oui, merci beaucoup pour votre question, qui est une question extrêmement pertinente. Mais vous savez bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on adapte progressivement les conditions de prise en charge par rapport à l'évolution de la pandémie, mais également par rapport à la disponibilité même des services d'accueil. Et ça, c'est très très important. Et donc il faut que les choses soient dynamiques à chaque fois. Et donc maintenant, si évidemment, et ça permet quoi? C'est pour revenir à votre question, parce que ça permettra aux hôpitaux de mieux respirer.
et de permettre... Il s'agira donc de décongestionner les hôpitaux. Exactement, c'est ça qu'il faut. Il faut décongestionner les hôpitaux et permettre aux malades qui sont là, et aux patients qui viennent régulièrement, de pouvoir y accéder sans aucun problème. Mais est-ce que ces personnes qui se sont autoconfinées auront le suivi nécessaire? Maintenant, évidemment, l'autoconfinement, c'est pas quelque chose qui est qui est nouveau. Hein. Je pense que c'est un concept qui a été utilisé depuis bien longtemps partout dans le monde. Peut-être que c'est nouveau au Sénégal, certainement, dans certaines contrées. Donc ça demande quoi? Ça demande à ce que la personne, en fait, qui s'autoconfine, qu'on puisse lui expliquer un peu comment ça se passe. Et que la personne prenne ses responsabilités entièrement. Et je crois que c'est ça qu'on dit depuis le début. C'est une maladie qui demande que les personnes prennent des responsabilités. C'est là, en tout cas, c'est là, docteur, où se situe la grande question, parce que vous avez dit, c'est nouveau au Sénégal, les gens n'ont pas ou n'avaient pas cette habitude de s'autoconfiner. Est-ce que ce sera facile? Rester chez soi, le masque, rester chez soi avec le masque pendant 14 jours, prendre sur soi la décision de ne plus sortir. Est-ce que c'est facile? Mais ça demande une autre organisation. Mais il y a au moins un aspect qui est important pour les masques. Aujourd'hui, au Sénégal, tout le monde est au courant des masques. Tout le monde. Tout le monde sait bien qu'on doit se laver les mains. Et je crois qu'il y a quand même une très bonne sensibilisation par rapport à cela. Je n'ai pas de doute en réalité sur ce côté-là. Sur le côté où j'ai des doutes souvent, c'est la promiscuité des gens. Peut-être le mode de vie. Est-ce que la personne aura assez d'espace pour s'autoconfiner? C'est peut-être là où on a surtout des craintes. Mais je crois que les mesures barrières aujourd'hui sont extrêmement bien connues. Si on prend l'exemple, par exemple, de certains pères de famille, vous avez évoqué tout à l'heure la question liée à l'espace. Des fois, le papa veut s'autoconfiner, quelqu'un qui s'autoconfine, un papa par exemple, et que les enfants viennent toutefois, voilà, chaque instant viennent à ses côtés. C'est compliqué. Exactement. Mais je pense que si vous avez remarqué même le premier cas de Covid qu'on avait eu, je pense que c'était un étranger, je pense que c'était un ressortissant, je ne sais plus de quel pays, mais que la première, dès qu'il a eu senti pratiquement des signes, la personne s'est autoconfinée, avant même quoi que ce soit. Il a mis ses barrières. Je crois que il faut qu'il y ait un réflexe. Même si, pratiquement, aujourd'hui, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Les structures sont en train d'être saturées de plus en plus. Je crois que l'une des premières conditions, c'est l'autoconfinement d'abord. Je crois que ça, c'est une mesure que tout le monde doit prendre, même si vous devez ensuite aller dans un institut de santé, ou bien dans le centre de traitement en épidémiologie, ou bien dans un hôtel. Et comment maintenant ces personnes-là seront accompagnées? Est-ce qu'ils vont bénéficier des services d'un docteur qui viendra peut-être s'enquérir de leur état de santé? Mais absolument, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé est assez bien organisé par rapport à cela. Je pense que c'est une nouvelle mesure qui vient donc, en tout cas, de sortir. Et je suis sûr que toutes les mesures, en tout cas, qui ont été prises depuis le début de la pandémie ont été prises avec un accompagnement. Il y a eu certainement donc, des mesures qui vont accompagner tout cela. Et nous verrons dans les prochains jours. En tout cas, au Sénégal, maintenant, c'est la tendance. On demande aux gens de s'autoconfiner, histoire de décongestionner les structures sanitaires. Mais aujourd'hui, la question est de savoir où s'autoconfiner et dans quelles conditions. Je crois que, Barthélémy, je pense que ça, c'est un problème. On vient de le dire, certainement, au niveau du COUS. Mais il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à le faire, à faire cela. Et je suis sûr, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils sont infectés, on leur demande de rester à la maison, on viendra vous faire des prélèvements. Et je pense que jusqu'à présent, il y a même des personnes qui sont suivies à domicile. Alors, nos structures sanitaires, quand on parle de décongestionner en tout cas les structures sanitaires, au regard donc de la propagation de la maladie, on demande aux uns et aux autres de rester à la maison, de s'autoconfiner. Doit-on avoir peur? Oui, je pense. De la capacité d'accueil, bien sûr. Oui. Évidemment, la capacité d'accueil, vous savez bien, c'est plus le nombre augmente, évidemment, plus parce que la durée puisqu'on garde les personnes quand même pendant un certain temps, par rapport à cette durée-là est dépendante surtout du temps de guérison. Donc le temps n'est pas cette durée-là n'est pas la même pour tout le monde.
Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont rester plus longtemps que d'autres. Et c'est ça un peu qui allonge un petit peu le fait qu'on garde les gens au niveau des structures de santé. Mais je pense que je pense que aller dans une situation, en fait, dans des mesures dynamiques comme ça se passe, c'est quand même quelque chose de très très bien. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. L'inquiétude de pouvoir garder les gens à domicile, c'est très très difficile. Mais si on n'a pas d'alternative, évidemment, il faut accompagner cela. Il faut peut-être appuyer, par exemple, une brigade mobile, par exemple, qui va suivre cette personne-là, qui va venir régulièrement, peut-être le soir, venir un peu des nouvelles, se renseigner souvent, avoir des numéros verts, pouvoir accéder à ces personnes-là, les appeler régulièrement, ça va exactement. Mais je pense qu'il faut des mesures. Je ne peux pas aller au-delà de cela, mais je suis sûr que pratiquement au niveau de la cellule de l'organisation de cette crise, pratiquement ces mesures-là vont être prises de manière très sérieuse. Mais ces personnes-là aussi, vous pensez pas qu'elles doivent avoir bénéficié, en tout cas, de conseils de psychologues? Absolument. Absolument. Je pense que même ceux qui sont au niveau des structures de traitement, des centres de traitement en épidémiologie, même ces personnes-là, pratiquement, ont besoin d'un suivi. Et puis, ça, c'est inéluctable. Les personnes même qui sont guéries après qui sont sorties doivent être suivies. Je pense que c'est quelque chose quand même de très important parce que le Covid, ce ne sont pas seulement des dégâts sur le plan de la santé physique, mais également de la santé mentale. Ça, c'est même peut-être le côté le plus difficile d'ailleurs. Parce qu'il y a même des gens qui n'ont rien du tout, mais qui disent qu'ils ont le Covid et qui sont convaincus de l'avoir. Et je suis sûr que dans votre entourage, il y a des gens qui ont ces réactions-là. Et évidemment, c'est tout à fait normal, parce qu'on en parle tellement que finalement, il y a un stress qui s'installe. Et ça, il faut un accompagnement psychologique, même de toute la population sénégalaise. Oui, parce que les personnes-là sont psychologiquement atteintes. Oui, même les personnes qui ne sont pas infectées. Les accompagnants, les personnes issues les membres de la famille. Les membres de la famille, les voisins, les acteurs de la santé. Imaginez-vous, les médecins, les infirmiers qui viennent le matin, avoir cette psychose-là, de rencontrer de manière accidentelle des personnes qui viennent à l'hôpital, qui sont infectées, qui ne le savent même pas d'ailleurs, des fois, qui sont asymptomatiques et qui peuvent leur transmettre la maladie. Vous voyez, cette psychose-là, c'est partout. Il faut quand même une prise en charge psychologique quand même globale. Quand même. Ça, Merci beaucoup. Merci. Tanda Ndiaye, docteur. Merci. Je rappelle que vous êtes immunologue. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le docteur Daouda Tchoup, médecin infectiologue à l'hôpital Fann. Toutes nos excuses. Peut-être ce sera dans le journal de 13h avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom. Mise en onde Abdoulaye Diop. Merci de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Retour de l'info à 13h avec Mamadou Mohamed Ndiaye.